Je vous ai compris, mais il n'a rien compris. Nous allons parler, donc, vous l'avez compris, justement, du général de Gaulle. Et nous allons débunker cette figure historique que les souverainistes passent leur temps à évoquer, au niveau même de l'onanisme, politique en tout cas, donc le général de Gaulle. Le général de Gaulle, on a l'impression qu'il a sauvé la France, et je vais vous dire qu'il n'a rien fait du tout de cela. Alors, débunking méchant. D'abord, le général de Gaulle, ex-maurassien, extrême droite, etc., bon, peu importe, nous n'allons pas le diaboliser. Bon, il se retrouve à un moment donné, il fait un pari effectivement intelligent, il dit, globalement, après la défaite, et il va en Angleterre, que l'Allemagne ne peut pas gagner la guerre. Il a raison, l'analyse est pertinente. Le problème, c'est que la France ne peut pas gagner la guerre non plus, puisqu'elle l'a perdue. Donc, le grand jeu du général de Gaulle, pendant 4 ans, c'est d'expliquer que la France peut être à la table des vainqueurs, alors qu'elle s'est pris une dérouillée. Il va réussir ce bluff, notamment lors du mai 45, la France fait partie des vainqueurs. C'est un bluff qui a marché, un bluff à la française, c'est-à-dire du foutage de gueule. Qui a libéré la France? Est-ce que c'est le général de Gaulle? Non. Est-ce que c'est la résistance qui s'est réveillée la veille pour le lendemain? Non. L'effort de guerre soviétique, la bataille de Stalingrad? Sans Stalingrad, les Américains sont refoulés en Angleterre. Le débarquement américain, qui marche. Et voilà, la France a été libérée par, d'une certaine manière, l'effort de guerre soviétique et par l'action américaine. Le général de Gaulle n'a rien fait. Bien sûr, il a envoyé des troupes coloniales, qui d'ailleurs ne se sont pas très bien comportées, notamment en Italie. Mais c'est quoi? C'est du grand bluff. C'est le grand bluff de Patrick Sébastien. On se moque de nous. La France a été libérée par les Américains et les Soviétiques, pas par la résistance ou le général de Gaulle. Donc déjà, il y a un mensonge de base. Qui a marché, certes, mais c'est un mensonge. Comment la France, vaincue, réussit à faire croire qu'elle est vainqueur? C'est le grand bluff gaulliste. Ensuite, de Gaulle arrive au pouvoir, dans le cadre du gouvernement provisoire. Et là, il est obligé de pactiser avec les communistes. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne aux communistes toute la fonction publique, en fait. Il leur donne les entreprises nationalisées, comme Renault, qui est nationalisée par sanction contre Louis Renault. Il leur donne l'éducation nationale, à terme. La justice, à terme, parce qu'il y a des juges qui sont en fonction. Donc, petit à petit, c'est la gauche qui va gagner. On leur donne, finalement, à ces gauchistes, tout. La culture. Et donc, mai 68, ça sera la punition finale du compromis gaulliste. Alors certes, mai 68, c'est des trotskistes, c'est pas des communistes. Les communistes, en 68, étaient contre les trotskistes. Mais n'empêche que quand on ouvre la porte à la gauche, après, on ne la maîtrise plus. Donc, il claque la porte. Pourquoi? Il est contre l'immigration non européenne. Il dit qu'il veut une immigration essentiellement nordique. Pourquoi pas? Mais n'empêche que c'est l'immigration maghrébine qui vient. Et De Gaulle démissionne. Alors, est-ce qu'il démissionne sur cette question ou d'autres? Je ne sais pas, c'est pas très clair. On va faire croire qu'il le fait pour cette raison, mais je pense simplement qu'il a envie d'un pouvoir plus libre. Donc pendant, on va dire 12 ans, ça va être la traversée du désert. De Gaulle fait échouer la communauté européenne de défense de 1954, ce qui va permettre à l'OTAN, en réalité, d'être beaucoup plus fort. Parce que la CED, c'est au moment où Eisenhower veut que la défense de l'Europe soit assumée par les Européens. Donc il y a une occasion historique de faire une communauté européenne de défense, c'est-à-dire une armée européenne. Et comme les communistes, qui eux sont vendus à Moscou, De Gaulle fait échouer, avec d'autres bien sûr, la communauté européenne de défense. Bon. Et puis, en 1958, il est appelé au pouvoir. Comment est-il appelé au pouvoir? Exactement comme le maréchal Pétain, c'est-à-dire qu'en fait, il excite les généraux et les partisans de l'Algérie française, il leur vend l'Algérie et restera française, tout en pensant qu'il faut la lourder. Il a raison de vouloir la lourder, mais il aurait dû le dire dans ce cas-là. Il a menti. Et il s'est allié avec le FLN pour être garant de cette indépendance. Quelle faute? C'est une faute, parce que l'indépendance de l'Algérie est nécessaire. C'est un boulet, et il faut surtout s'en défaire. De Gaulle a raison sur la finalité, il a tort sur la méthode. Alors il s'est dit, les Français sont des veaux, il le dira à la fin de sa vie. Donc si je leur dis qu'il faut l'indépendance de l'Algérie, je n'arrive pas au pouvoir. Donc je mens, je manipule, je fais du Machiavel. Je leur vends, on va garder l'Algérie, mais je veux qu'on s'en débarrasse. Il est devenu un politicien comme les autres. Et donc, il obtient le résultat en 62. Les Français sont chassés d'Algérie, salement. Pensez-vous que les 400 000 travailleurs nord-africains, et notamment algériens, vont être renvoyés dans leur pays, alors que les Harkis, et d'abord surtout les Européens d'Algérie, sont virés? Vous pouvez dire, ok, les Européens s'en vont, pas de problème, mais il n'y a plus un travailleur nord-africain en France.
Non, il y en a 400 000 en 68. Hein. Les accords d'Évian le permettent. Les accords d'Évian qu'il signe en 68. Non, 62 les accords d'Évian, mais en 68, il y a une circulaire que la droite récemment a voulu faire sauter et qui facilite les titres de séjour pour les Algériens. Mais d'ailleurs, pour quelle raison, Thomas, justement Parce qu'il y a la pression du patronat, parce que De Gaulle n'est pas le super chef de l'État. Il y a Pompidou qui va d'ailleurs mettre comme président finalement à l'arrivée. Enfin, c'est pas lui qui le met, mais Pompidou devient président derrière. C'était Premier ministre. Voilà. Bon, le fait est que dans cette affaire, De Gaulle n'a rien fait. C'est-à-dire que bien sûr, quand on lit C'était De Gaulle de Perfit, on a l'impression que De Gaulle, c'est une sorte de Jean-Marie Le Pen, plus, sans les dérives et sans les provocations. N'exagérons pas, je ne me comparais pas à De Gaulle, ni dans le positif, ni dans le négatif. Mais voilà. Donc De Gaulle, en fait, concrètement, il n'a rien fait. Il a laissé les Français d'Algérie, les Européens d'Algérie, se faire dégager salement. Bon, Sacré, mais marrant. voilà. Il aurait pu rapatrier dans le bon ordre les Européens en disant il n'y a pas d'avenir pour les Européens d'Algérie, on les rapatrie en bon ordre. Mais il s'est dit je laisse le pourrissement se faire et j'obtiendrai les résultats que je voulais. Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire les choses plus proprement ? Oui, il aurait dû faire proprement. Oui, il fallait partir d'Algérie. Oui, il fallait rapatrier les Français et les Européens d'Algérie. Il n'y avait pas d'avenir pour eux, comme pour les Afrikaners d'Afrique du Sud, qui devront être rapatriés en Europe de manière ou d'une autre. Mais là aussi, comment t'expliques ce traitement ? Parce que c'est la solution de facilité. Parce que c'est plus dur d'être courageux. Être courageux, c'est dire aux gens qu'il n'y a pas d'avenir pour l'Algérie française. Mais s'il l'avait dit, il ne serait peut-être pas arrivé au pouvoir. Mais il aurait dû le dire à un moment donné. Finalement, ça montre bien que c'est cette fameuse constitution de 58 dont on dit qu'il se l'est écrite sur mesure pour pouvoir avoir tous les pouvoirs. Mais en fait, elle lui a pas permis d'empêcher tout un tas de trucs. La constitution de 58 est un régime présidentiel. C'est ce qu'il a demandé à Michel Debré. Oui. Michel Debré lui a rédigé une constitution avec un pouvoir présidentiel fort que Macron et les autres utilisent C'est aujourd'hui. théorique, finalement. Non, il est réel. Macron prouve qu'il a du pouvoir. Après, c'est la cohérence idéologique, c'est un autre débat. Mais concrètement, un président de la République française a plus de pouvoir qu'un président américain. Vis-à-vis de son propre territoire, je précise. Hein. Et donc, le problème de De Gaulle, c'est qu'il a laissé tous les principes mondialistes être mis dans la Constitution de 58. Michel Debré a gardé le préambule de 46, qui est dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 48. René Cassin. L'origine des deux. Voilà, l'origine des deux. Il y a plein de principes mondialistes. L'article 1 de la Constitution française de 58 est d'essence mondialiste. Lui, il a eu l'article 16, il a eu ce qu'il voulait, d'accord, mais il a laissé tous les principes mondialistes rentrer. Et qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné mai 68. Et qu'a fait le général de Gaulle face à mai 68 ? Il a trouillé. Il ne savait pas comment gérer. Il a fui la France. Il est allé se réfugier dans une base française en Allemagne, auprès du général Massu. Baden-Baden. Voilà, parce qu'il ne savait pas quoi faire. Et il dit cette phrase révélatrice, c'est pas à mon âge que je vais devenir dictateur. Par contre, c'était à son âge qu'en 58, il a fait une sorte de coup d'État démocratique. Bon. Donc De Gaulle, face à mai 68, est incapable de faire quoi que ce soit. Et quand il est acclamé par la foule, c'est parce que la foule est terrifiée par l'absence de pouvoir. De Gaulle a disparu. Et la droite, la bourgeoisie, a peur. Donc elle va défiler pour, entre guillemets, De Gaulle, juste après. Sauf que c'est une tromperie. Cette même bourgeoisie va le dégager en 69 à l'issue du référendum qu'il propose au Sénat, qui est un bon référendum, qui a démantelé le pouvoir de blocage du Sénat par une sorte de Bundesrat, une sorte d'assemblée des régions. C'est intelligent. C'est vrai, c'est intelligent. Le problème, c'est que les Français, et notamment la bourgeoisie de droite, veulent le virer. Il est trop vieux, le papy, donc on le dégage. Donc le bilan du gaullisme, c'est quand même avant tout qu'il s'est fait foutre dehors. Je crois qu'il prônait la décentralisation. Non mais De Gaulle est un personnage complexe. Ce qui est sûr, c'est que le De Gaulle de C'était De Gaulle est appréciable. Mon père, malheureusement décédé il y a quelques mois, me disait encore il y a 6 mois que De Gaulle est bien gentil, mais quand il était au pouvoir, il n'a rien fait de tout ça. Il n'a rien dit publiquement de tout ce qu'il pensait en privé. Il n'a rien fait. Comme je l'ai dit, il n'a pas fait partir les travailleurs nord-africains. Il n'a pas agi. Il déplore la possibilité future d'un Colombey et de Mosquée. Mais qu'est-ce qu'il fait concrètement contre ? Rien. On lui attribue une phrase à l'issue d'un conseil des ministres en 1963 où il regrette qu'il soit venu autant d'immigrés qu'il soit né de Français ce même mois. Bon, c'est un commentateur. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, Rien. Et il a permis des Pompidou et des autres derrière. Le bilan réel du gaullisme, c'est du prix. Alors De Gaulle a compris l'Europe unie, parce que le drame il est là. Dans les mémoires d'espoir ou d'avenir, j'ai toujours un doute à chaque fois. Il dit que, vu que les Européens sont globalement de même souche, j'ai d'autres termes, mais c'est ça, ils ont naturellement vocation à faire l'unité et à avoir les mêmes institutions et finalement à
indirectement, il ne le dit pas comme ça, mais un État européen. Donc De Gaulle dit bien que l'unité ethnique et nationale des Européens amènera naturellement à leur unité politique. Je pense qu'il faut être précis là-dessus parce que c'est un point décisif. Il dit globalement, parce que les Européens sont de même bip, et de situation chrétienne, etc., il est logique et naturel qu'ils soient amenés à former un tout politique, etc. Je n'ai pas la phrase exacte en tête, mais elle est très, très facile à trouver sur Google. En substance, il dit vraiment cette chose-là. Oui, il dit, mais il le dit dans les mémoires d'avenir, c'est-à-dire il n'est plus au pouvoir, c'est avant de mourir. D'échanges philosophiques, Voilà. Globalement, il dit bien que l'Europe sera unie à terme, qu'il ne peut pas en être autrement. Mais il le dit une fois qu'il n'est plus au pouvoir. Il le dit avant de mourir. Au bord de la tombe, il dit ça. Napoléon, en 1816, parle de l'Europe comme une seule république, avec les mêmes lois, la même monnaie, etc. Oui, sauf que c'est en 1816. À Lascazes, dans ses mémoires. Voilà, dans le Lascazes, dans le mémorial de Lascazes, il dit ça. Seulement, il n'est plus au pouvoir. Quand il était au pouvoir, est-ce qu'il l'a fait? Il a réussi à se mettre à dos les nationalistes espagnols, les Italiens, parce qu'il a refusé l'unité italienne, et les Allemands. Il fait la nation allemande, il fait la nation italienne, il vire le roi espagnol, et il amène le code civil, le code pénal, la suppression du servage et compagnie aux Russes. Il a gagné, mais il fait l'Europe unie. Et moi, j'y étais Napoléon à l'époque. On parle du film de Ridley Scott, qui est c'est pas Ridley Scott, ça, je dis une bêtise. Si, voilà, Ridley Scott. Le film de Napoléon, apparemment que j'irai pas le voir parce qu'il semble que ça soit assez médiocre. Napoléon, s'il est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il marche sur l'Empire ottoman, il libère les Balkans, il reconquiert Constantinople, et lorsqu'il rentre en Russie, il casse le servage. Et là, il a gagné, il a fait l'Europe unie. Pourquoi il n'a pas fait l'Europe unie? Napoléon, parce qu'il pensait à français ou corse. Il ne pensait pas à Europe. Il a voulu mettre sa famille de débiles sur tous les trônes. Oui, il a répudié sa femme originelle, Joséphine, qui avait des défauts et des qualités. Je pense que s'agissant en tout cas de Gaulle, ce qui est important à souligner, c'est qu'au moins ça vient casser cette mythologie qu'il serait souverainiste et replié sur l'espace français et la population française et qui ne verrait pas au-delà de ça. Il a vu l'avenir de l'Europe, mais il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait. Il n'a rien empêché, il n'a rien entravé, il a cédé. Bien sûr que mai 68, c'était difficile de bien réagir. Mais a posteriori, on se dit qu'il aurait dû être plus méchant. Je le dis honnêtement, il aurait dû être plus méchant. Si le préfet de Paris avait été le même qu'en 1961, peut-être qu'il y a des choses. Alors, on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là parce que dialectiquement, il faut être dans la nuance et dans la mesure, mais d'une manière générale. D'abord, mai 68, c'est pas que la France, parce qu'il y a eu l'équivalent sur les campus américains, en Allemagne, etc. Là aussi, il faut enlever ce travers qu'on a en France, de regarder le microcosme français. Regardez ce qui se passe en France comme si chez nos voisins, il n'y avait rien. C'était le mouvement hippie. Non mais il y a un contexte général. On voit bien qu'aujourd'hui, ce que nous vivons en France, toute l'Europe occidentale le vit. Donc il n'y a pas de solution française, il n'y a pas de problème français. C'est pas la France va mal, non, c'est toute l'Europe qui va mal. On a les mêmes problématiques, les mêmes ennemis, au même moment. La même situation. Bien sûr, il y a des degrés. La France ou le Royaume-Uni sont en avance dans la catastrophe. Et la Belgique aussi. Voilà. Mais la France en plus que les autres, parce que la France n'a jamais été capable de répudier cet universalisme français, qui est anti-français en réalité, d'ailleurs clairement dit. Qui est issu de la Révolution française. Qui est issu de la monarchie et de la Révolution française, mais qui est issu d'une mauvaise lecture de la Révolution française. Car la Révolution française, en 1789, cas de l'outre-mer à part, veut libérer l'Europe entière de la monarchie, c'est-à-dire de la tyrannie. Et c'est ensuite on se braque en 1792 avec Valmy, et on devient du chauvin. C'est-à-dire que c'est vive la nation, on arrête l'hypothèse de répandre la révolution dans toute l'Europe, et on essaie de se défendre contre toute l'Europe. La Révolution française a permis à la France d'avoir le premier député noir de son histoire. Ce qui n'est pas un problème en soi. Ce qui est un symbole. Et Napoléon Bonaparte va mettre de l'ordre dans cette affaire en disant, Napoléon dit, blanc, je suis avec les blancs. Il le dit notamment parce que Joséphine lui demande de récupérer les richesses territoriales de l'outre-mer qui sont en train de se sauver. Grosse erreur de Gaulle. Ils le disent, mais pas de Gaulle, mais il est clair que Napoléon aurait dû lourder l'outre-mer et le laisser devenir indépendant, comme finalement ça aurait eu lieu pour les colonies britanniques, les colonies espagnoles, néerlandaises, etc. Quelle est la synthèse, Thomas, d'après toi, qu'on peut faire sur cette critique de l'héritage gaullien et finalement ce bilan dont tu veux déconstruire la mythologie? Il faut bien distinguer deux choses. Il y a l'homme de Gaulle. On peut avoir du respect personnel pour l'homme de Gaulle, pour ce qu'il pensait en privé et ce qu'il pensait en lui. On peut se dire qu'il avait compris beaucoup de choses.
C'est peut-être ça qu'on pourrait d'ailleurs lui reprocher le plus. On peut finalement, non pas exonérer ou pardonner à ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait parce qu'ils n'ont rien compris. Mais celui qui a compris n'a pas l'excuse de ceux qui n'ont pas compris. Plus que les autres, il aurait dû faire. Et moins que les autres, il a fait. Et c'est le drame. Alors évidemment, il y a l'hypocrisie. Prenez François Mitterrand. François Mitterrand, en 1936, il a une pancarte devant lui où il écrit « Non à l'invasion Métèque ». Avec les étudiants en médecine. Voilà, l'Action française, Croix de Feu et compagnie. Et en 1981, il dit aux immigrés, globalement, vous êtes ici, chez vous, chez nous. C'est le même homme. Pourquoi fait-il ça 50 ans après? Et la distinction justement qu'on tend à faire entre Mitterrand et De Gaulle, c'est que Mitterrand c'était un Machiavel et on parle de De Gaulle comme un grand homme. Et ce que tu as pointé ici, à mon avis, est particulièrement éclairant pour les esprits qui veulent juger avec justesse cet homme-là, c'est que le grand homme, c'est justement celui qui met en accord les discours et les actes. Il a été Machiavel pour arriver au pouvoir en 58. C'est du Machiavel pur. Il favorise les généraux factieux, puis dit aux députés et aux sénateurs en disant il y a une menace de coup d'État des chefs factieux alors qu'il les a excités et je suis le rempart contre eux. Et donc il les favorise, puis ensuite il les réprime alors qu'il les a encouragés. C'est du pur Machiavel. Et ensuite, il les amnistie. C'est du pur Machiavel, c'est du pur manipulation. C'est comment je fais pour arriver au pouvoir alors je ne gagne pas les élections. C'est un coup d'État ce qu'a fait De Gaulle. Et là, Mitterrand, quand il l'accuse du coup d'État permanent, quand il dit en 65 dans la campagne présidentielle, De Gaulle c'est le coup d'État permanent, il a raison en réalité. C'est le livre de Mitterrand sur la Voilà, Constitution. mais il a raison factuellement. Mais ce ne serait pas un problème en soi s'il employait ce coup d'État pour être cohérent Voilà. avec ce qu'il pense. Seulement, il a essayé de bien faire, il faut lui reconnaître cela. Il a essayé de bien faire, il a été entravé. Il a été entravé par la droite bourgeoise. Et patronale. Voilà. Il a échoué. Donc on peut avoir du respect pour l'homme, mais il faut admettre et dire qu'il a échoué. Et que donc se revendiquer de quelqu'un qui a échoué, ça n'a pas de sens. Mais je sais que les nationalistes et socialistes français adorent les défaites, adorent les femmes qui sont brûlées. Parce que disons clairement les choses, est-ce que Jeanne d'Arc a gagné? Elle a fini sur un bûcher, c'est une victoire ça? Il faut 20 ans encore de guerre de 100 ans pour qu'il y ait la victoire. 20 ans. Donc moi je croyais quand j'étais con et que j'avais pas de culture, que Jeanne d'Arc avait libéré la France. Non, la France est libérée 20 ans après. Quel est le rôle de Jeanne d'Arc dans l'équation? Nul. Nul, disons-le clairement. Là aussi, on peut avoir du respect pour la personne qui a mis ses idées et qui a combattu et qui a payé le prix de son combat. Mais arrêtons de dire qu'elle a libéré la France, elle a fini sur un bûcher. Et c'est pareil pour De Gaulle. Et c'est pareil Enfin, pour... il a pas fini sur Mais un Napoléon a bûcher, fini, mais il a Napoléon pas a fini réussi à- sur une île à se faire chier et à se faire empoisonner. Oui. Jeanne d'Arc a été brûlée. Charette a été fusillé. 1870, c'est la défaite de Sedan, l'humiliation de la France. En 40, on se prend une branlée monumentale. En 54, Dien Bien Phu. On se fait éclater. À Dien Bien Phu. Je me demande, Thomas, si on ne pourrait pas s'acheminer ici vers une conclusion et un point sur lequel sans doute tu vas attaquer, parce que tu as quand même mentionné ici la trahison de la droite bourgeoise, et c'est une attaque classique des souverainistes. Dans quelle mesure il avait les mains liées sur la droite, par la droite bourgeoise, et dans quelle mesure vraiment De Gaulle n'a pas accompli la trajectoire qu'il aurait été susceptible d'accomplir. Disons que De Gaulle a dit cette phrase que je ne citerai pas publiquement, mais que je vais citer de manière métaphorique. Disons que De Gaulle a dit cette phrase dans C'était De Gaulle, on a le droit d'être bip. Je vous laisse remplir bip. On a le droit d'être bip. C'est pas dans ses mémoires? Si, c'est dans C'était De Gaulle. Ah d'accord. Voilà. Et concrètement, De Gaulle a échoué, point. Donc il a échoué, terminé.